Oui, bonjour, bonjour à tous. Très bien, parfait. Je pense qu'on peut commencer quand même déjà. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette série de webinaires Entretien des infrastructures vertes drainantes à la Ville de Montréal. Donc, on laisse la nature prendre sa place en ville, qui est organisée par les services de l'eau. Nous avons ici trois représentants du service de l'eau de la Ville de Montréal et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Je m'appelle Nelson Zepeda, je suis responsable nature et eau au Conseil régional de l'environnement de Montréal et j'aurai le plaisir d'animer encore une fois ce webinaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le CRE Montréal est vraiment un organisme de bienfaisance qui est indépendant, qui a pour mission la protection de l'environnement, vous pourrez imaginer, et la promotion du développement durable sur l'île de Montréal. Nos interventions prennent vraiment beaucoup d'efforts, puis nous travaillons vraiment sur beaucoup d'enjeux. La concertation fait vraiment partie de l'ADN du CRE. On anime des espaces d'échange, comme une communauté de pratique, par exemple, sur la trempe verte et bleue active. Et aussi, nous mobilisons des connaissances en créant des ponts entre la recherche, entre les experts, comme dans ce cas ici, la Ville de Montréal, et les différents partenaires du milieu. Enfin, on fait rayonner aussi des initiatives locales, comme à travers notre gala annuel qui met en lumière des projets inspirants. Puis, en 2023, les services de l'eau s'est vraiment illustré par ces projets de gestion en eau pluviale qui seront abordés lors de ce webinaire. Et j'ai oublié de partager mon écran. Ça va bien? Excellent. Donc, je partage ceci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je t'ai rendu au creux, puis c'est ça. Donc, au niveau d'une mise en contexte, je pense que c'est important de faire cette mise en contexte-là. C'est vraiment, c'est le sixième webinaire aujourd'hui d'une série de 8 intitulée S'adapter aux plus abondantes, l'exemple de Montréal, et c'est le deuxième de la thématique Espace public résilient pour la gestion des eaux pluviales. Donc, autre cette thématique, pour ceux qui ont suivi toute la série, là, on a déjà abordé la question de la résilience urbaine aux plus abondantes, donc le webinaire du 26 février, du 26 mars en fort partie, puis les infrastructures vertes drainantes sur rue à la Ville de Montréal. Donc, cette série de webinaires présente les dernières réalisations, stratégies et outils mis en place par la Ville de Montréal en matière d'adaptation aux plus abondantes et rendus possibles grâce au soutien financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Je vous invite donc à explorer la programmation et à visualiser les webinaires précédents qui sont tous disponibles sur notre plateforme YouTube et vous inscrire au dernier webinaire qui aura lieu en novembre 2025. En fait, ça c'est mon erreur. Le dernier webinaire de cette série du printemps, ça va être le 13 mai, mais il reste un huitième webinaire qui finalement aura lieu à l'automne. Donc, pour trouver toutes les informations, n'hésitez pas à visiter la page web du CRE Montréal au www.cremtl.org. Donc, le webinaire aujourd'hui présentera les différentes étapes dès la phase de conception d'un parc éponge, ainsi que les livrables attendus de l'équipe de projet, tels que des plans, des modèles d'ingénierie et le plan d'aménagement et d'autres éléments essentiels à la réalisation. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même parler des consignes, brièvement, des consignes pour que le webinaire se déroule de la meilleure façon. Donc, nous sommes en mode webinaire, ce qui veut dire que vos micros et vos caméras sont automatiquement fermés. Aussi, je vous invite à poser vos questions, pardon, aux panélistes tout au long de la présentation dans la section Q&A. C'est ça qui se retrouve en bas de votre écran. S'il vous plaît, essayez de ne pas utiliser le chat pour poser vos questions parce qu'on va vraiment s'y référer à cette section-là à la toute fin. Souvent, il y a beaucoup de questions puis on n'a pas assez de temps, fait qu'on ira directement dans cette section-là. Et vous pouvez également vous renommer si vous souhaitez identifier. Ce webinaire est enregistré, donc la raison pour laquelle vous pouvez le visualiser après. Puis, nous prévoyons une présentation d'environ 1 heure avec 20 minutes de questions à la fin. Nous allons diffuser aussi, lorsque vous allez terminer le webinaire, il va y avoir un formulaire d'évaluation qui va s'afficher automatiquement dans votre navigateur. Très important, je le répète encore, parce que beaucoup de gens sont intéressés par l'obtention d'une attestation de participation à ce webinaire. Puis, on va procéder via un formulaire d'inscription qui va vous être transmis lors du courriel de remerciement. Et puis, il devrait être rempli vraiment au courant de la semaine. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas
faire des demandes trop tardives. Et ça va vraiment faciliter le processus parce que c'est un processus automatique. Vous savez juste écrire votre nom, votre courriel, donc pas d'erreur de frappe pour recevoir rapidement euh, votre attestation. Donc, plus besoin vraiment de nous adresser un courriel directement à nous, à moins que vous rencontriez une difficulté. Donc, il est possible aussi que le système vous demande de vous connecter à un compte courriel, par exemple Gmail. Ça arrive souvent quand vous travaillez pour une municipalité ou pour une institution dont les paramètres de sécurité Internet sont quand même assez contraignants. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez toujours vous envoyer le courriel que vous allez recevoir, donc le courriel de remerciement dans votre code personnel et ouvrez-les dans votre appareil, dans votre téléphone ou votre ordinateur personnel. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos conférenciers d'aujourd'hui, donc des habitués déjà, des gens on a eu le plaisir de voir lors des webinaires précédents. Donc, d'abord, Sophie Bérard, qui est ingénieure à l'équipe d'infrastructure verte de la Ville de Montréal. Sophie est une ingénieure spécialisée dans la gestion des eaux pluviales et passionnée par les solutions environnementales. Elle travaille au service de l'eau de la Ville de Montréal, contribuant à titre d'expert d'infrastructure verte à des projets des parcs résilients. Avec un baccalauréat en génie civil et une maîtrise en environnement, elle a débuté dans le secteur privé, concevant des solutions innovantes de gestion des eaux pluviales et travaillant sur des projets d'hydraulique urbaine. Sophie est engagée à adapter le milieu urbain au changement climatique et s'efforce de rendre cette spécialité accessible à tous via des formations, des outils et des guides. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ta présence. Deuxièmement, Nancy Meyer, agente technique en ingénierie municipale à l'équipe Infrastructure verte aussi. Donc, Nancy a 20 ans d'expérience à la ville, dont 10 au service de l'eau, et agit à titre de conseillère en matière de normes et règlements sur la gestion des eaux pluviales. Elle a fait partie du comité de rédaction du règlement municipal 20030 sur la gestion des eaux pluviales privées. Technicien d'expérience, elle est effectivement impliquée dans l'implantation d'infrastructures vertes et d'espaces publics résilients. Elle développe des guides et des normes, accompagne les équipes internes pour développer l'expertise et l'innovation en gestion durable des eaux de pluie. Puis finalement, David, qu'on a eu le plaisir de voir aussi dans les webinaires précédents, il est spécialiste en gestion durable et des eaux pluviales, équipe infrastructure verte de la Ville de Montréal. Donc, David Courchaine a rejoint l'équipe Infraverte à la Ville de Montréal en août 2022 lors de sa création. Fort de son expertise en gestion des eaux pluviales, il accompagne les intervenants de la Ville et les concepteurs à l'implantation d'infrastructures vertes sur rue, ce qu'on appelle des IVD, et à la création d'espaces publics résilients, donc des parcs éponges. David possède une expérience de plus de 15 ans en infrastructure urbaine pour une firme de génie conseil. Il met à profit cette expérience à la normalisation des infrastructures vertes drainantes au sein du comité TTNI 3A de la ville et il a été concepteur d'une centaine de projets, dont les projets novateurs de l'avenue Papineau. Donc, voilà pour trois panélistes, trois conférenciers d'aujourd'hui. Je vais arrêter mon partage d'écran et je laisse immédiatement de la place à nos chers amis de service de l'eau pour qu'ils puissent débuter leur présentation. Donc, bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci d'être ici. Donc, pour faire suite à notre dernière présentation qui portait un peu plus sur les principes d'aménagement d'un espace public résilient, aujourd'hui, c'est plus sur la conception, donc les détails sur les plans, les éléments techniques, les livrables et comment la réglementation municipale s'inscrit dans un espace public résilient. Donc, révision sur ce qu'est un espace public résilient. On présente deux visions ici. La première qu'on peut qualifier d'ancienne vision qui était du tout à l'égout. Donc, on construit des voies publiques, on installe des, des points de captation, des puisards, des réseaux souterrains et l'eau pluviale va disparaître par magie dans ces réseaux-là. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies, les changements climatiques, les réseaux n'ont plus la capacité pour prendre ces pluies-là lors de ces événements-là, ainsi conduisant à une accumulation d'eau sur la voie publique et mettant à risque des points en contrebond, des entrées en contrepente, des points bas topographiques dans la ville. Et c'est pour cette raison qu'on doit trouver d'autres solutions. Et dans le contexte urbain, nous avons des parcs
des parcs, qui sont des surfaces perméables, et ils deviennent une solution à prioriser pour dévier les eaux pluviales provenant de la voie publique vers ces parcs-là et donc encourager le captage indirect, donc devenir s'assurer que le délai où l'eau pluviale, en fait, décaler l'arrivée de l'eau pluviale le plus possible à l'égout. Donc, faisant en sorte de retenir en surface l'eau, d'encourager l'infiltration et donc de choisir d'envoyer l'eau vers une zone de moindre impact plutôt que de subir les inondations. L'historique de la gestion des eaux pluviales dans les parcs de la ville de Montréal. Donc, la gestion des eaux pluviales est quelque chose qui est exigé sur la propriété depuis au moins 2001. Donc, il y a une réglementation qui exige que les espaces privés et dans le contexte des parcs, un peu comme des arénas ou d'autres immeubles de la ville de Montréal, c'est considéré des propriétés privées au sens foncier. Donc, s'il y a plus de 1000 mètres carrés de surface imperméable, sur toute la surface du parc, alors il est assujetti à la gestion des eaux pluviales. Il y a des objectifs hydrauliques exigés dans ce règlement-là. Donc, en premier, pour tous les projets, il doit y avoir une rétention des eaux pluviales qui est faite. Donc, un contrôle des débits. On doit retenir l'eau pluviale pour une pluie de 25 ans. Et tout dépendant si le réseau est unitaire ou séparatif, on a une ou l'autre des exigences. Donc, si le réseau est unitaire, on doit faire une gestion du volume pour les petites puits. Donc, l'objectif de on peut faire ça dans les espaces publics résilients grâce à l'infiltration. Donc, on peut retenir ce premier volume-là si on a un réseau séparatif. Donc, les eaux pluviales et les eaux unitaires sont gérées séparément dans la rue. Alors, on doit faire un traitement qualité et les infrastructures vertes sont une excellente option dans ce contexte-là. Note particulière, certaines places publiques se trouvent à être une extension de la voie publique, donc ils n'ont pas d'unité foncière en tant que telle, elles sont considérées carrossables. Donc, il y a certaines places qui, elles, ne sont pas assujetties au règlement 2030. Mais selon les stratégies et les politiques de la Ville de Montréal, elles doivent tout de même faire une gestion des eaux pluviales exemplaire. Comment est-ce que les exigences du règlement 2030 se transposent dans un espace public résilient? Donc, on doit tout de même, donc si un espace, un EPR est assujetti au règlement 2030, on doit tout de même démontrer la conformité au règlement 2030. Les mêmes éléments sont exigés. Donc, vous devez vous référer aux outils 2030, au guide d'interprétation du règlement, la même grille des éléments requis et on en profite pour vous rappeler qu'il y a une formation qui est offerte 1 à 2 fois par année par Génium 360 spécifiquement sur le règlement. Pour un parc résilient, nous avons quelques livrables supplémentaires qui, eux, sont soumis à notre équipe Infrastructure verte préalablement à la validation du règlement 20030. Donc, il y a des livrables qui doivent être remis à chaque émission. Il y a certains calculs et représentations techniques qui sont à faire sur le plan. Et dans la modélisation PCSWIM, il y a certains scénarios qu'on doit présenter selon les pluies. Donc, pour un espace public résilient qui est assujetti au 20030, 2 approbations sont requises. Une de notre part, donc dans le cadre de l'accompagnement avec l'équipe infrastructure verte, et une seconde approbation qui vise la conformité au règlement 20030. L'assujettissement au règlement 20030, c'est une question qui est récurrente. Donc, on va vous présenter comment est-ce qu'on le détermine. On a l'exemple ici du parc Jarry. Nous avons une zone des travaux dans un encadré rouge et nous avons la surface totale du parc. Donc, il se pourrait que la zone des travaux fasse moins de 1000 mètres carrés, par exemple. Toutefois, l'assujettissement, lui, se base sur la totalité des surfaces imperméables de la propriété complète. Donc, quand on vient additionner les chemins en béton, les trottoirs, les terrains sportifs, on peut quand même assez rapidement arriver aux 1000 mètres carrés de surface imperméable. Donc, dans cette situation-ci, la zone des travaux doit être mise aux normes au règlement 20030 et le règlement 20030 fonctionne sur un principe de mise aux normes. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des phases dans le parc, au fur et à mesure que la propriété va devenir conforme au règlement 20030. Comment est-ce qu'on définit une surface imperméable? Donc, le règlement est assez clair là-dessus. C'est toute surface qui n'est
pas végétalisés. Donc, si on a des végétaux, c'est considéré perméable. En tout autre cas, automatiquement, c'est considéré imperméable. Toutefois, on peut avoir des cas où il y a un revêtement alternatif qui est proposé. Ça peut être du paillis ou même du sable. Dans cette situation-là, une demande peut être déposée à la section réglementation pour déterminer si elle peut être considérée perméable ou imperméable. L'objectif hydraulique global d'un EPR. Donc, ici, nous avons deux encadrés, un orange et un rouge. Le orange qui occupe la propriété du parc et le rouge qui représente la voie publique. Dans le cas du parc qui est assujetti au règlement 20030, on veut viser un minimum de la pluie 25 ans. On veut viser cette conformité-là et aussi un excédentaire, un volume disponible excédentaire qui permet de gérer la pluie 100 ans majorée. Et ça, c'est selon l'usage prévu. Donc, on veut juste rappeler que, un peu comme on l'a indiqué à notre dernière présentation, il y a un objectif de conception intégrée et de prendre en considération les usages du parc et d'optimiser la multifonctionnalité du site. Ensuite, on souhaite capter les eaux de la rue. On souhaite dévier ou drainer les eaux de la rue vers le parc. Et dans ce cas-ci, quand on parle de la quantité d'eau pluviale captée de la rue, là, on a deux choix. Soit qu'on vient capter 100 des eaux de la rue, et c'est là qu'on fait un effort maximum. Donc, on vient capter toutes les premières gouttes d'eau. Il n'y a pas de puisard, par exemple, on vient les bloquer ou diminuer leur capacité pour qu'il y ait vraiment un maximum d'eau qui est dirigé vers le parc, ou on peut aussi capter l'excédentaire à la capacité du réseau. Donc, on peut concevoir le parc ou concevoir le système de gestion des eaux pluviales de façon à ce que les eaux pluviales soient drainées de la rue vers le parc seulement lors d'événements de pluie exceptionnels. Les objectifs hydrauliques du 2030, comment est-ce qu'on souhaite que les espaces publics résilients répondent à ces objectifs-là? Parc veut dire surface perméable. Donc, on veut maximiser l'infiltration, le captage indirect. Donc, envoyer les surfaces imperméables vers les surfaces perméables. On veut faire de la rétention temporaire en surface, puisque l'objectif, en fait, est une multifonctionnalité, une mutualisation des investissements et viser aussi le verdissement. Donc, dans la multifonctionnalité, le parc, lui, peut servir un minimum de temps à la gestion des eaux pluviales et un maximum de temps à son usage récréatif. On veut mutualiser les investissements, donc éviter de faire des ouvrages de rétention souterraine. On peut utiliser la surface pour servir de rétention des eaux pluviales et évidemment atteindre les objectifs de biodiversité et de verdissement à la ville. En ce qui concerne l'objectif de gestion du débit, donc pour la pluie 25 ans, gestion de débit, régulation du débit rejeté à l'égout pour préserver sa capacité et donc retenir un volume d'eau. Ce qu'on souhaite viser, en fait, c'est l'excédentaire à la pluie majorée et viser des ouvrages de surface le plus possible. Pour l'exigence de retenue permanente d'une lame d'eau de 11 mm sur une pluie de 19 mm, on va maximiser le captage indirect. Le règlement V030 lui exige que ça soit l'équivalent d'une lame de 11 mm sur 19 qui soit retenue, mais dans le cas de l'EPR, selon les capacités d'infiltration du gazon, on est en mesure, plus souvent qu'autrement, de viser une infiltration complète de la pluie de 19 mm. Donc, c'est ce qu'on vise. Et si le réseau est séparatif, on doit faire un traitement qualité. On souhaite privilégier le contrôle qualité par des infrastructures vertes. Pour les cas de EPA non assujettis au règlement 20030, on a ici l'exemple de la place Fleur de Macadam, qui n'est pas assujettie, mais qui a un système de gestion des eaux pluviales par infiltration et sur surface imperméable qui est exemplaire. Au niveau des objectifs hydrauliques, c'est la même chose que si c'était assujetti au règlement 20030. Les livrables sont quelque peu adaptés, étant donné que l'approbation 20030 n'est pas requise. C'est seulement la validation de notre équipe qui va s'appliquer dans ce cas-ci. Étant donné que ce n'est pas assujetti au règlement 20030, on peut se permettre certains projets pilotes en matière d'infiltration, donc pour tester selon certains dégagements ou certains taux d'infiltration jusqu'à où on peut aller. On peut s'en permettre un peu plus dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour des projets assujettis au 20030, c'est seulement le volume excédentaire qui est subventionné pour
les ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'être équitable avec l'obligation réglementaire. Mais pour les places publiques non assujetties, alors le volume est subventionné à 100 jusqu'à concurrence du coût des travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales. Pour la gestion de la pluie 19 mm, l'exemple, là, je montre le parc Jarry, en fait, pour un peu vous montrer que quand on regarde un parc dans sa globalité, il y a énormément de surfaces perméables. Donc, si on vient maximiser le captage indirect, qu'on optimise le ruissellement des eaux des surfaces imperméables vers les surfaces perméables, on va atteindre l'objectif hydraulique. Et si on faisait fort probablement une analyse de ruissellement du parc entier, probablement qu'il atteint cet objectif-là. Donc, de grâce, n'installez pas de vannes motorisées. S'il vous plaît, on veut, on comprend que des fois, il peut y avoir des surfaces des travaux en premier lieu, tu sais, si on va en préconception ou dans l'idée du projet qui vise une surface majoritairement imperméable, par exemple un chalet avec une pataugeoire. Bien, en quelque sorte, c'est la responsabilité du chargé de projet. Ici, le concepteur est autour de la table de sensibiliser, d'être sensible sur cet élément-là et soit d'adapter la zone des travaux et ou prévoir un plan directeur dans ce contexte-là pour qu'on puisse respecter l'exigence hydraulique sans multiplier ou installer des appareils mécaniques qui ont un certain coût et qui nécessitent de l'entretien. Le temps d'inondation, là, on rentre plus dans les éléments techniques ou réglementaires, dans ce cas-ci, comment un peu plus précisément. Et pour la pluie 25 ans majorée, le règlement exige que la vidange du système soit faite dans les 48 heures. Donc, ça, c'est une exigence réglementaire. Si le projet est assujetti, ça doit être respecté. Pour des pluies qui excèdent cette exigence-là, là, on sort du cadre réglementaire. Donc, ça peut dépasser 48 heures. En général, on parle entre 48 et 72 heures environ. Et faire attention lorsque vous allez concevoir avec des contrôles LID, il y a la vidange du volume en surface, mais il y a aussi la vidange du volume en souterrain. Donc, juste faire attention à cela. Le graphique ici présente, en fait, c'est un extrait de la modélisation PC Swim. Donc, c'est un graphique qui permet de voir les performances du système. On a la courbe ici qui représente le temps, en quelque sorte, le volume et le temps de vidange avec la courbe descendante. Et la deuxième qui est orange-brune, elle, est pour la pluie 100 ans. Donc, on voit quand même, dans ce contexte-ci, c'est fort probablement géré par un régulateur des débits et ce n'est pas très long que la vidange est faite dans les temps requis. Donc, on peut aussi, en termes de vidange du système, on peut venir combiner des techniques. On peut avoir une surface dédiée, par exemple une biorétention, avec une surface ou une plaine inondable, ainsi gérant mieux le temps d'inondation selon l'usage. Ma collègue Sophie va vous présenter ça un peu plus en détail. Et s'il y a un faible taux d'infiltration, bien là, on encourage d'ajuster la hauteur du tronc-plein et de prévoir un régulateur de débit. Point de débordement, très important, c'est une exigence au règlement 2030. Il faut tout système de gestion des eaux pluviales et un point de débordement qui se fait en écoulement de surface vers le domaine public. Ici, on a l'exemple du parc Argenson, parc dans le sud-ouest qui a été conçu en architecture à l'interne et la firme d'ingénierie par Desjardins Expert Conseil. Et on voit ici que ça a été clairement indiqué quel est l'exutoire ou le point de débordement du bassin ici. Dans le contexte d'un EPR, on maximise le potentiel du réseau majeur. Donc, le réseau majeur étant l'eau qui circule en surface ou qui s'accumule en surface. Donc, dans le contexte d'un EPR, lorsqu'on a une gestion des eaux de la rue et du parc, on doit s'assurer que le point de débordement est sécuritaire par rapport aux immeubles riverains ou au secteur en aval si on est en présence d'entrées en contrepente et de cuvettes. Donc, dans certains contextes, les hydrauliciens de la Ville de Montréal à l'interne peuvent être appelés à émettre leur avis, mais c'est très important de l'indiquer sur le plan. Parfois, c'est un élément manquant. Donc, on souhaite qu'il y ait une attention particulière sur ce point. Un plan directeur, donc rapidement, le règlement pour les immeubles institutionnels tels que les EPR ou les propriétés de la Ville de Montréal permet un phasage. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une phase déficitaire et donc une première phase des travaux
pour laquelle on ne construit pas nécessairement le volume de rétention, on ne construit pas les ouvrages de gestion des eaux pluviales et on le fait à une phase ultérieure. Donc, un peu comme je l'ai expliqué dans mon exemple du parc Jarry, c'est une solution qui peut être amenée pour venir compenser si on a un projet très imperméable en première phase. Donc, on veut prévoir une deuxième phase pour faire atteindre l'exigence réglementaire des petites pluies ou de la retenue du volume permanent. Mais un plan directeur aussi pourrait être prévu pour l'inverse, donc prévoir un volume excédentaire en première phase de façon à profiter de ces travaux-là et au fur et à mesure qu'il y a des phases ultérieures dans la parc, alors elles vont pouvoir utiliser ce volume-là pour respecter les exigences. Et on vous réfère au guide d'interprétation du règlement 20030 à ce sujet qui présente des exemples de calcul pour valider la faisabilité d'un plan directeur. Les surfaces tributaires non touchées par les travaux, aussi question qui est récurrente. Dans l'exemple ici, on a une zone des travaux qui, elle, est adjacente à la rue. Donc, probablement que l'objectif serait de prévoir un point d'entrée permettant de drainer les eaux de la rue vers cette zone-là dans le parc. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que les pentes, la topographie, fait qu'il y a une surface tributaire à la zone des travaux. Donc, il y a une surface qui, elle, ruisselle naturellement vers cette zone-là. Dans un contexte d'un EPR, on souhaite profiter des travaux pour mettre aux normes cette surface tributaire au règlement 20030. Donc, puisque le souhait, c'est qu'à l'ultime, le parc devienne conforme au règlement 20030, mais aussi dans le contexte où on veut avoir ou déterminer quel est le volume résiduel pour capter les eaux de la rue, on doit savoir quel est le volume généré réel. Donc, ce chiffre-là est déterminant puisqu'on veut s'assurer du volume réel d'eau qui va s'accumuler dans cette zone-là et donc savoir quel serait le volume disponible pour capter les eaux de la rue ou pour un volume excédentaire. Ces prochaines diapos-là ont été aussi présentées dans la première présentation de la série. On veut le ramener puisque c'est très important que, en fait, le profil géotechnique des sols est déterminant pour le choix des aménagements, leur positionnement, pour déterminer les critères par rapport aux ouvrages d'infiltration. Et on veut juste rappeler que dans le contexte montréalais, on a affaire à des sols qui sont de faible perméabilité en général. Donc, on parle entre 0,3 et 3 mm à l'heure après l'application du facteur de sécurité. Donc, la prudence est recommandée en conception. Donc, si on fait des aménagements, on a des réflexions, on fait des calculs préliminaires, c'est plus probable que la perméabilité soit faible qu'elle soit élevée. Donc, si elle est plus élevée, alors on aura une bonne nouvelle, on pourra gérer plus de volume, mais en préconception, on recommande d'être conservateur. Les niveaux des eaux souterraines et le roc en général, le niveau des eaux souterraines est quand même assez hétérogène à Montréal. On a des endroits plus profonds, d'autres plus élevés. Le plus proche que le parc est des cours d'eau, en général, on voit des hauteurs de nappe qui sont plus élevées. Il y a des données disponibles dans les applications de la Ville de Montréal. Donc, si le concepteur, en fait, le concepteur, lui, peut demander au chargé de projet de vérifier ces données-là. Donc, c'est dans notre SIG interne. Il peut vérifier des forages historiques et certains rapports géotechniques. Donc, des fois, on peut déjà avoir un indice de quelle est la hauteur du roc, quel est le niveau des eaux souterraines pour nous orienter dans la conception et l'aménagement. Et pour le roc, dans mon expérience, ça a été rarement problématique, mais on doit tout de même le prendre en compte puisque des dégagements sont requis entre les fonds d'ouvrage d'infiltration et le niveau du roc. Donc, on recommande en phase de préconception, s'il y a déjà de la caractérisation environnementale qui est faite, d'en profiter pour faire quelques forages pour déterminer les niveaux des eaux souterraines, les différents éléments et conduire quelques essais de conductivité hydraulique pour déterminer quel est le taux d'infiltration. Ici, on constate à cette étape que le niveau de la nappe est entre 1,5 m et 2,5 m, donc quand même relativement élevé, d'évaluer une lecture en continu, donc avec une sonde permettant de couvrir la période printanière complète et ainsi déterminer quel est le niveau maximum
des eaux souterraines. Et en phase de conception, pour respecter les exigences réglementaires, on doit refaire des essais de conductivité hydraulique spécifiquement aux emplacements des ouvrages d'infiltration. Et on doit se baser, la norme CSA recommande un certain nombre d'essais selon l'air ou la superficie de l'ouvrage d'infiltration. Et là, on va parler d'ouvrage d'infiltration versus un bassin de surface perméable. Donc, quand on parle de biorétention, il y a un objectif de stockage en surface. Si on regarde ici le plan profil ou le profil ou le détail de la biorétention. Donc, il y a un objectif de stockage en surface, mais aussi d'infiltration optimisée dans le but de faire un stockage souterrain dans les couches sous-jacentes. Les dégagements requis entre les eaux souterraines et le roc doivent être conformes à l'article 157 du règlement 20.030. Donc, on parle de 2,5 mètres des eaux souterraines entre le fond de la couche de stockage et le niveau des eaux souterraines si la lecture est ponctuelle et 1 mètre quand on parle du maximal saisonnier. Donc là, on peut voir l'avantage dans certaines situations de faire la lecture en continu, ce qui permet de donner plus de possibilités, de marge de manœuvre dans la conception de la biorétention. Des essais de conductivité hydraulique doivent aussi être conduits. En ce moment, nous avons des comités avec notre labo interne, les experts en géotechnique. Nous conduisons des études, on fait des observations, en gros, pour optimiser ces exigences-là qui peuvent être certes contraignantes dans certains contextes. Et pour les projets non assujettis, on le rappelle, c'est là qu'on peut se permettre de faire quelques projets pilotes pour voir les capacités d'infiltration, même si les dégagements ne sont pas tout à fait selon le règlement, dans certains contextes. Le bassin de surface perméable, lui, son objectif principal est de faire un stockage en surface seulement. Oui, il y a de l'infiltration qui est faite due à la présence de gazon et je dirais, au terreau naturel qui est présent. Toutefois, ce n'est pas un terreau d'infiltration. Donc, on ne parle pas d'infiltration optimisée ici. Dans ce contexte-ci, les dégagements exigés, étant donné que ce n'est pas un ouvrage d'infiltration optimisé, les dégagements exigés au règlement 2030 ne s'appliquent pas en général. C'est à voir selon les projets. Toutefois, on demande de prévoir des dégagements raisonnables par rapport aux eaux souterraines. Donc, c'est sûr que si la nappe est très haute, ajuster la profondeur du bassin ou optimiser son emplacement dans ce contexte-ci. Et il y a toujours moyen de combiner une zone multifonctionnelle, une plaine inondable, avec une surface dédiée en point bas. Conception de biorétention, référez-vous à la norme CSA. Conception de système de biorétention, qui est une norme qui est très, très complète. Pour le trop-plein, privilégier un puisard en dôme. Et s'il y a la présence d'un drain perforé, à ce qu'il soit surélevé par rapport au fond de la couche de stockage, l'objectif est de maximiser l'infiltration. Au niveau de la conception de biorétention, faire attention entre les couches. Donc ici, si on regarde à gauche avec le X, donc à ne pas faire, on soit avoir la zone d'accumulation en surface de la biorétention, le terreau infiltrant et une couche de stockage. Ici, on voit que dans l'exemple, un géotextile aurait été, en fait, est indiqué à être installé. Et ce que ce géotextile-là est fait, en fait, ce n'est pas recommandé puisqu'il y a une glu verte, on peut la qualifier comme ça, qui peut se former de façon prématurée et donc avoir un impact sur la capacité d'infiltration. Donc, on ne recommande pas d'installer un géotextile. Pour séparer les couches, on recommande soit, si la couche de stockage est en pierre nette, alors de prévoir une couche de filtre granulaire, là, telle que recommandée dans la norme CSA, ou de prévoir un sable drainant. Aussi, dans les biorétentions, éviter la multiplication des drains perforés. L'objectif du drain perforé est en quelque sorte d'agir en trop-plein souterrain. Donc, son but, c'est qu'il soit sollicité dans l'éventualité où l'infiltration ne peut pas se faire pour toute la quantité d'eau. Donc, dans l'exemple du carré OJ ici, c'était la firme d'architecture Évoque. Et non, oui, non, c'était Projet Paysage, pardon. Pour le carré OG, c'était Projet Paysage et Ponton-Guillot qui était au civil. Et dans ce contexte-ci, ils ont placé qu'un seul drain perforé là, qui a été placé stratégiquement, là. Donc, ça permet de répondre à l'objectif souhaité.
Les méthodes de calcul pour les débits et les volumes. Donc, ce qu'on privilégie, c'est la modélisation PC-SWIM, logiciel de modélisation hydraulique, qui est aussi exigé pour les projets assujettis au règlement 20030. C'est un logiciel de simulation de modélisation hydraulique. Donc, il présente, s'il est bien paramétré, la meilleure représentativité des comportements de ruissellement. Et il est malléable, donc on peut l'utiliser pour inspirer, adapter la conception, puis venir optimiser la gestion des volumes parce qu'on a vraiment un reflet temporel du comportement de ruissellement, mais c'est certain que ce type de logiciel-là demande, la modélisation demande un certain temps selon la complexité et l'évolution du projet, mais jusqu'ici, il y a quand même plusieurs firmes en gestion des eaux pluviales et en civil qui l'utilisent là, et qui ont des gens qui font de la modélisation. Dans les cas où les projets sont non assujettis au règlement 20030 ou lors de phase préliminaire du projet, donc quand on est dans l'émission 30 au moins, la méthode rationnelle peut être acceptée. Donc, pour des petits projets, qui est, je dirais, le calcul plus empirique là, en termes de ruissellement et de débit. Et pour les petits, c'est ça, donc à utiliser pour les petits projets, on doit tout de même montrer toutes les données. Donc, on doit quand même sortir son calepin, prendre les formules pour déterminer, ou je dirais mieux un tableau Excel là, qui est pas mal plus efficace. Et donc, on doit quand même indiquer les volumes, les temps d'infiltration et les courbes de niveau. Je vais vous montrer un exemple. Et c'est certes plus rapide, mais ça représente moins bien vraiment le comportement de ruissellement dans le temps. Placette Boyer, qui a été, dans ce cas-ci, conçu par la firme d'architecture Évoque. Et c'était Génie Pur qui était en ingénierie civile. Donc, on a un exemple ici là, sous forme de tableau Excel là, donc, qui présente les éléments de calcul, les justificatifs. Et on voit à droite que l'ingénieur a fait un bon travail là, pour démontrer les zones, les courbes de niveau et l'inondation selon la hauteur de la tranche d'eau et selon le volume qui est accumulé là. Exemple, Placette Boyer pour parler du projet. Donc, on se trouve avoir une capacité de 81 mètres cubes pour quand même une faible superficie de 1260 mètres carrés. Donc, ils ont vraiment poussé le concept. C'est une combinaison de surfaces dédiées perméables qu'on peut voir ici encerclée en bleu. On voit sur l'image tout l'espace qui est verdi. Et il y a une surface qui, elle, multifonctionnelle, qui se trouve à être surélevée d'un caillebotis là, qui permet de s'inonder là, lors de pluies exceptionnelles. Modélisation PC-SWIM, plus spécifiquement au niveau des paramètres, ça se trouve avec les mêmes paramètres de base que le règlement 20030. Sur le site Internet de la SRGE, on a une page qui permet qui indique tous les paramètres à mettre dans le logiciel. Lorsque l'espace, le PR est assujetti au règlement 20030, on doit présenter différents scénarios de modélisation. Donc, on va avoir un bouton là, dans la modélisation qui nous permet en fait d'avoir différents scénarios qui sont comme des copies intégrées du modèle là, dans un seul fichier et qui permettent d'appliquer des pluies différentes, soit sur la totalité du modèle ou seulement sur certains sous-bassins. Donc, on doit, si c'est assujetti au règlement 20030, présenter pour la pluie, présenter un scénario pour la pluie 19 mm ou 25 mm, à savoir si c'est unitaire ou séparatif. Un scénario de pluie contrôle des débits pour les surfaces de l'EPR seulement. Donc, l'objectif, c'est même si on vient capter des eaux de la rue, on souhaite quand même confirmer que l'espace visé par les travaux, elle répond aux exigences réglementaires. Donc, par exemple, pour les sous-bassins des rues, on va venir mettre des pluies nulles. Donc, comme si la pluie ne tombe pas sur ces surfaces-là, et le scénario va servir à confirmer que le règlement 20030 est respecté. Et par la suite, on veut des scénarios pour certains événements de pluie pour toutes les surfaces, donc toutes les surfaces tributaires de l'espace public résilient, les voies publiques, pour les pluies de 2 ans, 10 ans, 25 ans et 100 ans majorés. Si elle n'est pas assujettie, le PR au règlement 20030, alors on peut sortir en ce qui concerne tout ce qui est validation 20030 et à ce moment-là, on présente les scénarios pour la série de pluies de 2 ans, 10 ans, 25 ans et 100 ans. Au niveau de la conception, plus rentrer dans les, si on veut,
le détail, à quoi faire attention, en fait, quand on parle de conformité de règlement 2030 ou d'optimisation de la gestion des eaux pluviales. Dans le contexte de la pluie 25 ans, 2030 pour l'EPR seulement, le débit régulé doit être conforme pour les surfaces visées par les travaux et les surfaces tributaires de l'EPR. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si il y a un volume excédentaire qui est prévu en première phrase. Donc, cette zone-là des travaux, vous prévoyez un très grand bassin de surface pour drainer des surfaces qui, elles, vont faire l'objet de travaux de façon ultérieure, mettons dans 5 à 10 ans. Là. Bien, on ne peut pas considérer toute la part de ces surfaces-là et installer un grand régulateur, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore garanti, démontré que ces surfaces-là, en effet, ce ruisselle-là. Donc, il faut que, par exemple, dans cette première phase-là, installer un régulateur de débit qui permette de respecter le règlement 2030 pour cette zone des travaux-là. Et au fur et à mesure qu'il y aura des travaux, le régulateur de débit pourra être ajusté ultérieurement. Pour la pluie 100 ans, majoré. Alors, on a comme deux choix de le voir pour quand on parle de toutes les surfaces tributaires. Soit qu'on peut réduire le taux de rejet pour optimiser le débit et le volume de toutes ces surfaces tributaires, ou pour les pluies excédentaires au règlement 2030, le taux de rejet de 35 litres par seconde par hectare peut être conservé. Oui, ça va avoir pour effet que le débit va augmenter, va dépasser le débit réglementaire, mais là, on sort du cadre réglementaire, donc ce n'est plus selon les contextes, c'est pas, ça ne serait pas problématique d'un point de vue réglementaire. Et c'est à Sophie? Oui, donc parfait. Fait que moi, je vais vous présenter quand même plusieurs éléments qui sont vraiment importants, puis qu'on voit que les gens ont souvent des questions là, dans les projets. Fait que je vais commencer par la modélisation des espaces dédiés qui débordent vers des espaces multifonctionnels. Fait que comment qu'on fait le lien là, entre ces deux éléments-là? Fait que là, ben, pour faire ça, je vous ai pris un exemple. Fait qu'on a par exemple une biorétention qui se remplit à chaque petite pluie, puis lors des grosses pluies, déborde vers une plaine gazonnée qui est multifonctionnelle. Fait que, on va commencer par modéliser la biorétention en LID. Le LID, c'est bien important qu'il fasse 100% du sous-bassin versant. On va mettre la berme en fonction du volume d'auteur d'eau libre là, dans notre biorétention. Là, il faut bien faire attention de ne pas dédoubler le volume entre celui qui est retenu dans la biorétention puis ensuite celui qui est retenu dans le nœud de stockage. Pour tous les paramètres, des fois, ça peut être, quand on commence, là, ça peut être un peu mélangeant. Fait que nous, on recommande d'utiliser les paramètres qui sont dans le manuel de EPA Swim. Fait qu'ils vont vous recommander certains paramètres en fonction du sol, en fonction du drain, en fonction de différentes choses. Puis, ben là, dans le sous-bassin, dans le LID, on va avoir la possibilité de nommer la sortie. Fait qu'à ce moment-là, ben, on lui dit, toi, biorétention, quand tu débordes où? Fait qu'on va l'envoyer vers la plaine gazonnée qui, elle, on va la modéliser en nœud de stockage. Donc, à ce moment-là, parce que je ne veux pas doubler mon infiltration non plus, je vais avoir mis de l'infiltration dans mon LID, puis dans mon sous-bassin, là, ceux qu'on dessine. Donc, pour ne pas dédoubler l'infiltration, ben, à ce moment-là, je ne mettrai pas d'infiltration dans mon nœud de stockage. Puis de toute façon, c'est conservateur parce qu'habituellement, à Montréal, les infiltrations là, dans les ouvrages qui ne sont pas optimisés comme ça, ben, c'est très faible. Donc c'est bien, c'est conservateur. Pour établir la courbe de remplissage de mon nœud de stockage, bien, je vais le faire à partir des courbes de nivellement qu'on a sur nos plans. Fait comme ça, je peux établir pour chaque niveau d'eau quelle est la surface inondée, puis bâtir ma courbe comme ça. Ensuite de ça, ce nœud de stockage-là, lui, sa sortie, ben, c'est soit un nœud qui représente le puiseur ou le trop-plein, dépendamment de la configuration, puis qui est éventuellement relié au régulateur de débit. Fait que ça, c'est juste un exemple, mais dans le fond, tout ça, c'est adapté selon la présence de drain ou pas de drain. Puis si les sols sont très filtrants ou très peu filtrants, on a par exemple vu des exemples parce que la plaine inondable était très infiltrante. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a décidé de mettre l'infiltration dans le LID à 0, puis plutôt de décider de mettre l'infiltration dans le nœud de stockage. Fait qu'on voit que ces méthodes de modélisation peuvent être adaptées selon le contexte. Puis donc,
on disait que le LID doit occuper 100% de la surface du bassin. Ça, c'est important parce qu'en fait, si jamais on le faisait pas, ce que ça voudrait dire, c'est que la surface qui est LID, elle va se comporter comme on veut, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, celle qui n'est pas associée au LID, elle va comme avoir son exutoire indépendant, puis il n'y aura pas d'eau qui va être retenue là. Fait que le concept ne fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment important, là, 100% du sous-bassin occupé par la LID. Puis comme Nancy montrait avec la souris, c'est la portion en jaune. Ouais, ici, là, ouais, exactement. Puis, peut-être une petite particularité que des fois, les gens ne savent pas, le LID, si on ne lui spécifie pas, il ne va pas générer de courbes comme on a l'habitude de voir, là, de remplissage ou de choses comme ça. Fait que c'est vraiment important de lui... On doit communiquer au logiciel qu'on veut avoir cette courbe-là. Fait qu'à ce moment-là, on clique sur le petit dossier, là, puis on lui donne juste un emplacement sur notre réseau. Puis là, il va la créer ensuite, toutes ces données-là, parce que ça crée un document texte, puis qu'on peut ensuite intégrer. Puis là, on peut visualiser les courbes comme ça. OK? Donc, pour revenir sur la multiplicité des usages dont on a parlé la dernière fois, j'entends souvent dire que quand c'est des surfaces qui ont des usages dont on veut récupérer, des surfaces dont on veut récupérer l'usage rapidement, mais là, les gens sont un peu plus frileux à mettre de l'eau là-dessus. Mais là, je voulais vous partager l'exemple du parc Howard, qui est une plaine de spectacle qui est inondable. Puis, ben, vous voyez que ça fonctionne très bien. Là, on voit l'image en dessous, là, qu'il y a justement un spectacle qui se tient dans cette plaine-là. Puis, je voulais aussi vous partager le projet du parc Shin-Yokohama au Japon, pas très loin de Tokyo. Fait qu'ici, vous voyez là, c'est tout le complexe sportif d'un centre sportif qui est inondable. Ouais. Fait qu'on voit là sur la photo, c'est une inondation qui a eu lieu en 2018. Fait qu'on voit, il y a un terrain de baseball, il y a plusieurs là, terrains qui sont inondés. Puis même, il a été conçu pour que le stade lui-même soit inondé. Le stade est construit sur des piliers. Fait qu'on voit que c'est. Fait que des fois, quand on voit à Montréal nos parcs inondables comparé à des choses comme ça, puis on est comme un peu frileux là, d'envoyer de l'eau sur certaines surfaces, ben, on peut se dire que c'est tout à fait faisable. Là. Fait qu'on voit un peu qu'il il reste encore de la marge là, pour optimiser nos parcs, puis on pourra en mettre plus de l'eau, là, si on voulait. Parfait. Puis, ben ça aussi, c'était un sujet qui a fait bien discuter la dernière fois, fait que je voulais revenir là. C'est le mythe du 100 mm d'accumulation maximum. On n'est pas certain d'où ça vient. Beaucoup de gens communiquent cette information-là. On a fait nos recherches. Il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, de normes par rapport à la gestion des eaux pluviales, là, écrit noir sur blanc par rapport à ça. Si vous en avez, ben, je vous invite à nous communiquer. Tout ce qu'on a trouvé, c'est une norme d'architecture par rapport au garde-corps qui dit qu'en effet, avec un dénivelé de plus de 600 mm, ben, les gens doivent mettre un garde-corps. Mais si on réfléchit un peu à nos bassins, comment ils sont designés, nous, c'est jamais des pentes verticales. Fait qu'en fait, moi, je trouve que ça ne s'applique pas vraiment, cette norme-là. Donc, pour rappel, les gens voient l'eau souvent, l'eau est en surface, les gens sont en contact. Donc, puis en plus, les gens ne sont pas dans les parcs lors des grosses pluies. Mais si jamais il y avait quelqu'un dans nos espaces multifonctionnels pendant une grosse pluie, ben, nos pentes faibles permettent qu'ils peuvent simplement marcher là, pour sortir. Puis, il faut se rappeler que ben, ce 600 mm, ou ben là, qu'on remet en question, cette hauteur maximale-là, elle est atteinte uniquement au point bas. Ce n'est pas l'ensemble du parc là, qui va s'inonder si on choisissait 1 mètre, là, par exemple, mais ce n'est pas l'ensemble du parc, c'est vraiment juste le point bas. Puis ben, parce qu'on a des pentes dans nos surfaces qui sont multifonctionnelles, parce qu'on travaille avec le nivellement, mais la hauteur maximale à ces endroits-là, particulièrement, va être beaucoup moindre, va être peut-être de la moitié ou du tiers ou du quart de notre hauteur maximale, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, ici, fait que je vous ai mis quelques exemples là, de projets qui sont en train d'être construits. Fait que le parc Pilon, est-ce qu'on va jusqu'à 650 mm? Irma Levasseur, la hauteur maximale est de 742. Le parc est à l'intersection de Joseph et Dupuis. On va jusqu'à 1 mètre. Puis là, on a trouvé dans un guide de Drummondville que ça peut aller, eux, ils recommandent jusqu'à 1,8 mètres.
Fait qu'on voit quand même qu'il reste de la marge de manœuvre. Puis on voit très bien dans la coupe ici, ouais, comme Nancy montre, que tu sais, la hauteur, elle est atteinte dans la zone dédiée, en fait. Puis quand on regarde le chemin qui est à gauche, encerclé, et lui, c'est pas du tout 1,8 m là, qui s'accumule sur le sentier, c'est beaucoup moins que ça. Puis ça, ça me fait faire un petit rappel par rapport à la multiplicité des usages. On voit ici tu sais, c'est tout à fait recommandé que les chemins secondaires, par contre, eux peuvent être inondés, mais tu sais, ils ont décidé que le chemin principal, ouais, celui qui est à droite, ben lui, on décide de garder hors de l'eau. Fait que, pour rappeler que c'est vraiment avec le nivellement là, qu'on va venir jouer avec tous ces usages-là, comme ça. On va faire un petit aparté sur le vortex, parce qu'on en parle souvent. Fait que le vortex, il peut pas être inondé parce que ça viendrait complètement contredire là, son usage. Le vortex, il sert à quoi? Il sert à faire un appel d'air dans le régulateur de débit parce que si on n'en met pas puis que le régulateur de débit à vortex est submergé, bien, le vortex ne va pas se créer. Puis à ce moment-là, on n'obtient pas les débits sortants qu'on avait utilisés en conception. Si le régulateur se trouve dans un regard qui est dans une butte ou en point haut, puis qui n'est pas inondé par nos récurrences de conception, bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On le garde à l'intérieur comme c'est plutôt typique de voir. Par contre, l'enjeu, c'est quand on a un régulateur de débit qui est placé dans un puisard, comme on voit sur la photo ici là, à droite. Ça arrive souvent que nos puisards de trop-plein, nos puisards de sortie sont dans le fond de nos ouvrages de rétention. Fait qu'à ce moment-là, les vents, on ne peut pas simplement le garder à l'intérieur. Fait que là, ici, ce qui a été imaginé puis qui a été inscrit en détail sur les plans, c'est les vents qui passent dans le sol puis qu'on voit qui sortent de terre plus loin à l'extérieur de la zone inondée. Fait que ce qui va être important à spécifier au plan, c'est le matériau. Fait que, comme on disait, l'endroit à l'intérieur ou à l'extérieur, est-ce qu'il est fixé? S'il est fixé, il faut qu'on l'indique, il faut qu'on indique l'endroit, il faut qu'on indique comment c'est fait. Puis s'il est à l'extérieur, ben, il faut que son emplacement, puis c'est bien important, son élévation soit indiquée. Fait que, comme on voit ici, qui est au-dessus là, du niveau. Puis là, on voit aussi le niveau de l'eau, fait que c'est très visuel, on voit qu'il est au-dessus du niveau de l'eau. Ce qui va être important, c'est que ben, on veut pas que les gens s'enfargent dessus. Fait qu'on une idée, là, ça serait de mettre quelques plantes là, pour faire un obstacle visuel, puis peut-être le camoufler en même temps. Ici, c'était un petit concept auquel on a pensé, puis qui n'a pas nécessairement. Ben, il a été utilisé dans un projet, mais qui n'est pas encore beaucoup utilisé. Fait que c'est dans le cas où on aurait un parc qui est en pente, puis où est-ce qu'on veut vraiment maximiser la rétention dans chacun de nos ouvrages qui sont situés dans le parc. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est que les eaux de la rue arrivent dans le premier ouvrage, qui est celui qui est plutôt en point haut, qui est pointé par la souris. Puis on vient contrôler les remplissages puis les volumes par le substrat. Parce qu'en fait, on a comme tout le temps le réflexe d'utiliser un régulateur de débit là, pour faire ça, mais le substrat lui-même crée une certaine restriction hydraulique puis nous permet de faire cette régulation-là. Fait que dans le premier ouvrage, ben, comme je disais, on capte les eaux de la rue. Il y a une certaine régulation qui se fait par le substrat. Donc, c'est une portion des débits s'infiltre, puis il va aller rejoindre. Dans ce cas-ci, on aurait des drains. Puis, quand la vitesse d'infiltration maximale est atteinte, puis fait que ça dépasse, fait qu'on a une accumulation qui se fait. Puis ensuite, quand notre ouvrage est plein, il va déborder par la surface vers le deuxième. Et ensuite, la même chose se fait dans notre deuxième ouvrage. Une certaine portion qui s'infiltre, puis une certaine portion qui déborde comme ça en surface vers le troisième. Fait qu'il n'y a pas de limite à combien on peut en mettre en série comme ça. Le gros avantage pour ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser un régulateur par ouvrage. On l'a vu sur certains projets, des fois, on a comme 7 régulateurs Puis ça fait beaucoup. Ben, déjà, c'est cher, puis ça fait beaucoup d'entretien. Puis en plus, ça fait en sorte que parce qu'on a un régulateur par petit volume, mais souvent, c'est des petits débits qu'on veut obtenir. Fait que ça fait des très, très petits diamètres. Puis ça, ben, ça bouche beaucoup plus fréquemment.
Puis là, il faut faire attention parce que des fois, dans les fiches de régulateurs là, des fournisseurs, c'est pas toujours évident là, de trouver le diamètre, mais ouais, fait que c'est vraiment important là, d'y porter attention. Un autre avantage, c'est que ça vient réduire l'amplitude là, de notre réseau pluvial qu'on a sur le site parce qu'on fonctionne plutôt avec des drains. Puis, ben, on a quand même un régulateur de débit souvent à la toute fin. Et on va passer rapidement là, sur le phasage. Donc, on a toujours 3 cas. C'est soit le parc est construit en premier, soit la rue est construite en premier, ou soit le parc et la rue ou les rues sont construits en même temps. Donc, pour le parc en premier, ça, c'est le plus fréquent là, dans les travaux de réfection de l'existant comme on fait. Euh, Fait que les stratégies, c'est de se garder le plus bas possible pour donner de la flexibilité. Ensuite, quand on va vouloir raccorder le réseau majeur, on n'a pas le choix de faire une analyse, même si elle est grossière et préliminaire du bassin tributaire pour savoir quels volumes vont se rendre dans nos parcs. Puis les rues qui sont identifiées dans ce réseau majeur-là de bassin tributaire, ben nous, on les garde en interne, puis on s'assure de faire le lien avec les équipes quand, dans plusieurs années, la rue va être refaite. Euh, ben, que sa géométrie puis que sa conception soit faite en fonction des critères là, qui avaient été établis lors du parc. Euh, fait que c'est ça. L'autre scénario, c'est la rue en premier. Fait que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Puis on en fait moins souvent, mais ça va arriver. C'est surtout pour quand les rues sont vraiment jointes au parc, là, sont vraiment collées au parc. Donc, à ce moment-là, on n'aura pas le choix de prévoir une solution transitoire qui permet de diriger les eaux vers l'égout parce que le parc n'est pas prêt à les recevoir. Fait que ça va souvent avoir la forme d'un raccordement temporaire à l'aide d'un puiseur qu'il va falloir par la suite condamner, mais ça peut prendre d'autres formes aussi. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est de quand même prévoir déjà les entrées, par exemple les passages trottoirs, ce genre de choses, quitte à ce qu'elles soient bloquées de façon temporaire, mais pour éviter de revenir faire des travaux sur les mêmes surfaces. Puis l'idéal, c'est vraiment de faire les rues et le parc en même temps. Ça arrive dans nos projets de développement, mais dans l'existant, ça arrive un peu moins souvent. C'est idéal parce que là, à ce moment, on peut vraiment venir travailler les niveaux. Tout est vraiment bien attaché ensemble. Euh, la seule, peut-être, petit challenge là, qu'on peut rencontrer, c'est, nous, ce qu'on recommande, c'est de donner le contrat à un seul entrepreneur pour faire la rue et le parc parce que sinon, des fois, ça amène des enjeux de maîtrise d'œuvre. Euh, donc, la dernière fois, on vous avait parlé des entrées, mais ici, on vient juste vous donner des petits exemples un petit peu plus concrets. Donc, on avait un exemple de puiseurs, pardon, qui sont raccordés là, les uns dans les autres avant d'aller au parc. Fait que ça, il y a le parc Coubertin là, qui existe déjà, qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années. Puis, ben, c'est comme ça qui fonctionne. Puis, ben, le parc Rimont-Préfortable, qui lui fonctionne avec une IVD. Donc, l'eau est captée dans l'IVD, puis ensuite passe dans des passages trottoirs pour aller dans le parc. Fait que des détails qui peuvent être intéressants à ajouter là, ou qui sont vraiment importants. Ben, on peut, c'est pas obligatoire, là, mais ça là, il est vraiment intéressant. Mettre une pente de 10% dans l'asphalte juste en amont de notre entrée pour s'assurer que l'eau vienne puis que notre entrée soit très fonctionnelle. Sinon, l'eau a tendance à passer le long du cours d'eau. Sinon, une autre chose qu'on vous avait présentée la dernière fois, c'est de mettre un buton. Fait que ça donne comme 2 options. Il y a le cadre. Donc, dans l'image qu'on voit, le cadre n'est pas obligatoire parce que d'un côté, on a l'IVD, puis de l'autre côté, on a le parc. Donc, la déneigeuse ne vient jamais sur le côté là, du trottoir. Par contre, pour les passages trottoirs qui sont collés sur une rue, fait que où est-ce qu'il n'y aurait pas l'IVD, là, à ce moment-là, c'est vraiment important de prévoir le cadre, parce que sinon, la déneigeuse va tout arracher. C'est important de prévoir nos ouvrages de captage de sédiments, donc de l'enrochement ou les boîtes à sédiments. Ouais, dans ce cas-ci, le captage se fait dans l'IVD, mais si on a des passages trottoirs sans IVD, ben à ce moment-là, on le met juste à la sortie du passage sous trottoir. Puis, ben, le niveau de précision dans la modélisation va dépendre du contexte. Donc, on peut avoir des entrées qui sont en pente, d'autres entrées qui sont au point bas, fait qu'on ne va pas nécessairement les modéliser de la même façon. Fait que je repasse la parole à Annette.
Donc, pour faire suite aux entrées, on va parler un peu plus de la modélisation du réseau majeur ou comment des exemples de modélisation d'entrée. Donc, ici, on a l'exemple du parc Pilon dans Montréal-Nord. Donc, c'est la salle NHC et EMS Ingénierie qui avaient travaillé sur ce projet-là. Si on veut, l'analyse préliminaire et le calcul du volume excédentaire qui peut être acheminé au parc, cette étude-là avait été faite par la salle NHC. Donc, si on regarde ici l'image à gauche, on a le parc Pilon et on voit avec le polygone bleu pâle qu'on se trouve être adjacent à une cuvette. Donc, c'est vraiment un secteur, une zone qui est en cuvette. Et il y a des résidences ici qui se trouvent à être vulnérables aux accumulations de surface potentielles qui pourraient avoir lieu là. Là, on est dans un cas où il y a eu une analyse préliminaire qui a été assez poussée. Donc, on a donné comme intrant un modèle de notre réseau et les ingénieurs ont vraiment mis à jour, adapté et sont venus comme perfectionner le paramétrage pour bien représenter en double drainage. Donc, ils ont indiqué dans leur note technique les différents critères qui ont été utilisés pour venir quantifier quel est le volume excédentaire à la capacité du réseau qui a le potentiel d'être intercepté par cette zone-là en cuvette qui est adjacente au parc. Je dirais que pour l'instant, ce n'est pas très fréquent, mais selon le contexte, on peut avoir des projets où on va pousser l'analyse à ce point-là. Et dans ce cas-ci, l'entrée a été faite sous forme, en fait, de rue, en quelque sorte comme irrégulière, là, en forme de, je pense que c'est en trapèze dans ce cas-ci. Et pour donner vraiment en fait, on va revenir à la rue, on se trouve à avoir le double drainage, donc la conduite et une deuxième conduite qui, elle, représente le cours d'eau, l'accumulation d'eau en surface. On peut voir ici à droite, là. Et pour évaluer le potentiel d'interception de l'eau vers le parc, bien, il y a une entrée qui a été conçue pour représenter le passage d'eau de la rue vers le parc. Dans le cas de Campbell, par Campbell, projet dans l'arrondissement du Sud-Ouest, ici c'est Desjardins Experts Conseil qui ont été la firme d'ingénierie sur le projet. Donc, on a une capacité totale, un volume total d'environ 550 mètres cubes, un volume excédentaire au vasorotrante de 370 mètres cubes. Et ça, c'est malgré le fait que le niveau des eaux souterraines est élevé. Donc, c'est quand même un projet, je trouve que c'est un bel exemple de projet qui a été optimisé à l'aide de PCSUM. Donc, le modèle a été utilisé tout le long de la conception pour vraiment pousser l'aménagement et assurer une conception intégrée efficace entre l'ingénierie et l'architecture à l'arrondissement. Dans l'exemple ici, on montre deux entrées qui acheminent l'eau de la rue vers le parc. Ici, on a un exemple que Sophie a mentionné. Là, donc, c'est directement de la rue. On a l'entrée sous trottoir, ensuite un enrochement qui dirige l'eau vers le bassin et on a une butée, en fait, qui est présente, un dos d'âne qui est installé juste en aval de l'entrée pour vraiment intercepter au maximum les eaux du cours d'eau. Et on a une seconde entrée ici qui, elle, se trouve être à un point bas, qui est en fait, une combinaison d'enrochement et de caniveau sous trottoir, sous un passage piéton qui est situé dans le parc. Donc, comment est-ce que cela se transpose dans le modèle? Donc, pour la première entrée, elle a été conçue en déversoir et la seconde entrée a été faite, je ne l'ai pas précisé ici, là, mais comme une rue si on veut, comme un passage irrégulier, donc une forme de rue ouverte, un polygone ouvert. Et on voit ici donc le déversoir et aussi que le cours d'eau a été modélisé. On peut voir l'accumulation d'eau est ici. Et on est dans un contexte où c'est des sous-bassins qui ont représenté les surfaces de la voie publique et qui ont été associés à une jonction. Dernier exemple, Parc Raymond-Préfontaine dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve, architecture à l'interne ville et le civil a été fait par un EMS Ingénierie. Donc, dans ce cas-ci, on se trouve à avoir le parc qui est adjacent à la rue Moreau et on peut voir avec le différentiel des élévations qu'on a quand même une pente importante dans ce contexte-ci et la pente continue vers une zone
une zone en cuvette. Et donc, on est dans un contexte où on doit dissiper la vitesse de l'eau. Donc, l'ingénieur a été amené à innover en matière de type d'entrée pour, d'une part, dissiper la vitesse de l'eau, mais aussi maximiser le potentiel d'interception. On a une capacité totale d'environ 470 mètres cubes et un volume excédentaire de 190 mètres cubes. Pour le concept qui a été montré sur photo, dans la diapo que Sophie vient de présenter. Donc, en fait, c'est un concept un peu similaire aux IVD qui est en 2 zones avec un muret abaissé entre ces 2 zones-là dans l'objectif de venir dissiper, distribuer l'énergie de l'eau. On se trouve avoir 2 entrées dans la première zone, une autre entrée dans la zone 2. Donc là, on vient vraiment optimiser le potentiel d'interception du cours d'eau et 2 entrées sous trottoir qui se dirigent vers l'ouvrage de surface. Et au niveau de la conception, dans ce cas-ci, la rue a été modélisée. On le voit ici avec son profil, l'accumulation d'eau, mais vous ne voyez pas de sous-bassin. Donc, dans ce cas-ci, ce que l'ingénieur a proposé, c'est d'associer la pluie ou la série chronologique directement à une jonction. Donc, c'est aussi une autre option. On vous montre ces différents exemples-là pour un peu vous dire que on vous invite à être ingénieux, donc à proposer puis à justifier vos critères. Puis c'est comme ça qu'on fait avancer notre expertise. Tu sais, le PC Swim, en fait, on doit comme utiliser, si on veut, les outils qu'on a, puis les adapter pour représenter le mieux possible le comportement de ruissellement. Donc, le cours d'eau, ce qui est intéressant, a été modélisé, mais aussi même de façon à continuer en aval de l'entrée. Donc, pour vraiment évaluer est-ce qu'il y a de l'eau qui déborderait. Donc, on est venu vraiment valider la faisabilité du concept. Les entrées abaissées sont en déversoir, les abaissements, les passages sur trottoir aussi en déversoir. Et il est même venu modéliser en stockage les zones. Donc, c'est un modèle qui représente très bien le comportement. Sophie. Bon, ben parfait. On arrive là vers la fin. Donc, pour être capable de faire tous ces beaux projets-là, systématiquement, on vous donne certains intrants là, au service de l'eau. Fait que si jamais on vous les a pas, en tout cas, si jamais il y a eu de problèmes de communication, n'hésitez pas à les demander. Donc, il y a le document introductif là, d'espace résilient, le guide sur les entrées, les pluies. Donc, c'est celles qui sont demandées là, dans les livrables. Donc, la 2, la 10, la 25 et la 100. La 25, vous prenez celle du 20-030. Puis la 100, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, elle comporte 69,9 mm. Fait que vous pouvez vous assurer là, que c'est la bonne. Ces pluies-là comprennent déjà les facteurs pour les changements climatiques. Puis on peut vous donner d'autres pluies sur demande si vous en avez besoin. On fournit aussi, dépendamment des contextes, mais les pluies minorées, donc soit le 100 ans futur moins le 10 ans actuel ou le 100 ans futur moins le 5 ans actuel, dépendamment. Ça, c'est pour prendre en compte la capacité du réseau puis pour calculer nos intrants qui proviennent du réseau majeur. Euh, pour l'instant, on fournit encore ces pluies minorées-là, donc qui sont la soustraction de hittogrammes de pluie. La meilleure façon de fonctionner, c'est en soustrayant les hydrogrammes de ruissellement, mais pour l'instant, on accepte encore les 2 façons. On a aussi des détails spéciaux sur lesquels on est en train de travailler, donc ils ne sont pas encore officiels, ils ne sont pas dans les DTNI, puis ils sont pour inspiration, donc on vous les donne, encore une fois, pour inspiration, puis ils sont à adapter à vos projets. Mais on a par exemple le passage trottoir dont on a vu des photos précédemment, une boîte à sédiments qui est comme le caniveau à sédiments que vous connaissez peut-être, mais qui n'a pas de grille, donc qui est plus facile à entretenir. Puis la fameuse pente là, de 10 sur 1 mètre à l'entrée, à certaines entrées. Puis ben, ces intrants-là sont appelés à changer, il y en a certains qui vont être ajoutés ou être retirés avec l'évolution des façons de faire. Parfait. Pour terminer, on va parler des livrables, donc les éléments qui sont demandés. Donc, vous avez peut-être l'habitude de voir un document qui est en annexe des appels d'offres. Donc, il y a un gabarit là, qui a été construit par le service de l'eau, puis que souvent, là, les chargés de projet l'adaptent à leur projet. Donc, vous avez l'en-tête là, ici.
c'est important que tous les livrables soient réalisés conjointement entre architecture de paysage et ingénierie. Donc, ce qu'on demande à toutes les émissions, c'est un plan schématique dont le niveau de complexité puis d'information varie selon les émissions. Mais bon, globalement, là, ce qu'on demande, c'est d'expliquer comment les aménagements paysagers sont en lien avec la gestion de l'eau. Donc, on va vouloir le nivellement, les courbes de niveau, parce que ça, c'est le nerf de la guerre pour les parcs résilients. Identification des contraintes, les arbres, les chalets de parc, ça, c'est les choses dont on ne peut pas changer l'élévation. On veut l'identification des zones dédiées puis des zones inondables. On veut le chemin de l'eau puis les zones tributaires à chacun des ouvrages de rétention ou d'infiltration, puis le point de fuite. On veut aussi le plan avec les surfaces inondées. Souvent, c'est sur un plan différent là, du premier plan parce que ça prend beaucoup d'espace. Si vous jamais voulez le combiner, il n'y a aucun problème tant que l'information est communiquée. Une note technique dont je vais vous parler un petit peu plus loin, puis les modélisations, donc qui sont, on le répète, là, mais qui sont obligatoires à partir du livrable 50 pour les projets assujettis au 20-0-30, mais nous, on vous recommande de commencer dès le début avec une modélisation. On comprend que des fois, ça peut être compliqué là, de l'adapter à chacun des livrables quand il y a beaucoup de changements dans les surfaces. Ce qu'on vous recommande, c'est de, tu sais, au début, là, par exemple, pour un livrable qui serait 30 le modèle, puis c'est ça, mais il peut être très grossier. Les sous-bassins versants peuvent être dessinés très gros avec un pourcentage imperméable qui change selon les émissions. Puis c'est juste à la fin que là, on va demander le modèle raffiné là, selon les exigences du 20-0-30. Ouais, c'est bon. Donc, ici, on a des exemples des surfaces maximales inondées selon les récurrences, qui sont un des livrables obligatoires. Donc, l'exemple de la place Fleur de Macadam puis Boyer. Donc, un exemple en modélisation puis un exemple en méthode rationnelle. Fait qu'on voit dans les deux cas les petites surfaces pour les petites pluies puis les grosses surfaces pour les grosses pluies. Fait. On a aussi l'exemple du parc Joseph-Dupuis. Donc, ici, le concepteur a décidé de mettre plus de récurrence. En haut à gauche, on voit pour le 2 ans, là, qui est encerclé en rose. Fait qu'on voit, c'est des petits espaces. Puis là, sur chacune de ces figures, il y a ajouté une récurrence supplémentaire. Donc, on passe aux 5 ans, 10 ans, 25 ans, 50 ans, 100 ans. Ces récurrences-là ne sont pas toutes obligatoires, mais des fois, ça aide à la compréhension. Fait que c'est parfait de les mettre. Il y a un livrable qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment intéressant, qui ressemble un peu aux surfaces inondées maximales là, que je viens tout juste de vous présenter. Par contre, ça, on va prendre une récurrence en particulier, puis on va montrer l'évolution de l'inondation en fonction du temps. Parce que dans le livrable précédent, ce qu'on inscrit souvent dans le tableau, c'est la surface inondée puis le temps maximal d'inondation. Mais en fait, tu sais, ces deux informations-là sont pas exactement reliées dans le sens que la portion qui est au bout de la flaque, elle va pas être inondée pendant tout le temps. Tu sais, c'est vraiment juste la portion du point bas qui, elle, subit. Fait que des fois, ça porte un peu à confusion, puis on a l'impression que la flaque reste très, très longtemps alors que c'est pas le cas. Fait que quand on voit, par exemple, pour ça, fait que ce qui est intéressant, c'est de faire des plus petites récurrences puis des plus grosses récurrences, là, souvent à 100 ans. Et là, on voit l'évolution de l'eau dans le parc et ça aide beaucoup à la compréhension. Le cheminement de l'eau, fait que c'est des bons exemples. Fait que ça, je vous l'ai présenté la dernière fois, là, mais je le remets. Fait qu'on voit en bleu le chemin de l'eau, illustré par des petites gouttes, c'est très clair. On voit Oups, attends, je peux juste régler. C'est bon. L'écoulement en lame, qui est en comme rose Bourgogne. Fait qu'on comprend très bien où est-ce que l'eau circule. Les entrées sont identifiées, les devers sont identifiés. Tout, tu sais, on peut pas se tromper. Ici, un autre exemple que Nancy aussi, mais je le reprends parce qu'il est vraiment très bien fait. Fait qu'on voit la ligne bleue. Puis le dernier, où est-ce qu'on voit dans le parc. Fait qu'on voit chacune des surfaces tributaires, c'est lesquelles qui alimentent quelle zone de rétention. Comme ça aide à la compréhension. Puis, bien, la note technique. Donc, souvent, la note technique, elle a beaucoup de texte. Donc, j'imagine que ça vous prend beaucoup de temps à la faire. Puis nous, ça nous prend aussi du temps à la lire. Donc, ce que je vous recommande, en fait, c'est de se garder à l'essentiel. Tu sais, un des exemples,
si vous avez utilisé la méthode rationnelle au début, puis là, ensuite, on est en fin de conception, c'est pas requis là, de parler de tout le processus qui a mené entre nous. Tout ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le concept final. Il y a des incontournables, là, comme les résultats de modélisation 25 ans pour le 20-0-30 quand c'est applicable, les résultats de modélisation 100 ans, les volumes qui sont actifs dès la fin des travaux versus les volumes à l'ultime. Puis ça, c'est relié aussi, on le rappelle, avec les modèles, avec les différents scénarios. Puis ensuite, tous les éléments qui sont spécifiques au projet. Est-ce que vous avez des contraintes géotechniques? Est-ce qu'il y avait des contraintes, par exemple, avec des massifs électriques? Ça nous intéresse. Fait que tout que c'est vraiment pertinent, mais en se gardant l'essentiel. Mais bon, dans le cas de doute, on préfère en avoir plus que pas assez, évidemment. Puis ben, l'incontournable aussi, là, le tableau avec les volumes. Puis ici, je veux juste spécifier que le calcul du volume résilient, qui est le volume finançable, là, qui intéresse souvent beaucoup les chargés de projet, c'est pas le service de l'eau qui va le calculer, ça doit être vraiment fait par le consultant. Donc, si le tableau est assez clair, on peut extraire la donnée ou sinon, n'hésitez pas à juste écrire la phrase le volume résilient est de X. Comme ça va être très clair pour tout le monde. Puis ici, ben, un exemple très rapide, fait qu'on voit là, c'est pour le parc Vinet, fait par NHC. La salle avec l'aménagement a été fait en interne à l'arrondissement. Donc, on voit, il y a une page de description de la gestion des eaux pluviales, comment ça se fait, les contraintes, tout ça. Puis ensuite, on passe, c'est très imagé. On voit c'est quoi la limite des travaux, on voit les zones qui sont drainées indépendamment, on identifie les surfaces dans lesquelles il y a de la rétention qui se fait. Passer. Ensuite de ça, on donne plus de détails sur chacun des endroits où il y a de la rétention qui se fait. Parfait. Puis, à la fin, ben, on a notre tableau sommaire qui montre l'assujettissement au 20-0-30. Puis, ben, le dernier tableau sur la dernière page. Puis là, on fait qu'on le voit ici, différence entre le volume 25 ans et 100 ans, 66 mètres cubes. Fait comme ça, on voit très clairement là, c'est quoi le volume finançable. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais vous inviter à départager votre présentation. Merci beaucoup. Et là, je vais partager la mienne. Donc, pour la période des questions, bravo. Je vois des petits cœurs, des applaudissements là, euh, très généreux. Donc, période des questions, je ne sais pas, chers collègues, si vous avez repéré des questions que vous souhaitez répondre en premier. Oui, Ouais. Sophie, Je vais je vous laisse aller dans ce cas. faire l'animatrice. Mais en premier, on a un bonne fête, Nancy. OK. Je pense que c'est Bonjour. partagé de tout le monde. Il y a des OK. gens qui l'ont calé aussi sur le chat, donc merci Oui, beaucoup. c'est ça. OK, bon. Plus sérieusement, la première, ça serait pourquoi le pays doit être validé comme une surface perméable? Est-ce qu'il doit l'être pour chacun des projets ou une fois le type de pays approuvé, ce n'est plus nécessaire? Fait que Nancy, je te la laisserai celle-là. Oui, en fait, toute surface perméable autre que végétalisée, si on parle de paillis, par exemple, en fait, je vais revenir sur l'objectif du règlement 2030. Quand l'équipe de règlement 2030 vont faire leur évaluation, eux, ils doivent s'assurer que cette surface-là se comporte comme une surface de gazon qui a été non touchée en fin de compte, là. Donc, oui, il y a des surfaces de paillis. Souvent, on va voir ça pour des espaces de modules de jeu. Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que quand on regarde le détail souterrain, il y a un drain en périphérie. Finalement, le sol, il va être en remblai, compacté. Donc, finalement, oui, c'est une surface de paillis, mais qui n'a pas nécessairement un comportement similaire en termes d'infiltration comme du gazon, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être automatiquement considéré. Il y a certains détails qui sont demandés pour confirmer que ça se comporte comme une surface végétalisée. Parfait, merci. On avait deux questions là, qui se ressemblent un peu puis qui demandent c'est quoi les solutions pour infiltrer lorsque la nappe phréatique est haute. Fait qu'on a quelqu'un qui nous parle de, par exemple, 1,5 mètre de dégagement avec la surface. Ben Nancy, t'en as parlé. Tu sais que pour les parcs, par exemple, cette exigence-là d'infiltration elle a un lien avec le 19 mm. Et je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus.
Mais eux, c'est quoi? C'est pour l'infiltration. Je veux juste comprendre, c'est-tu pour des grands volumes ou pour des petites Ben, pluies c'est par ça. rapport Fait au que, dégagement? Ben, tu on sais, on peut en faire a un peu des parlé. deux. Pour les petites pluies, si on prend tu sais, les données qui sont dans la modélisation, en général, le gazon, lui, est capable d'infiltrer. Il n'y a pas besoin d'avoir un terreau d'infiltration particulier pour infiltrer cette petite pluie-là. C'est sûr qu'il faut respecter un certain ratio de surface imperméable versus perméable. Et en général, ce qui a été observé jusqu'ici, dans les essais de simulation qui ont été faits, c'est que si on a 75 de surface imperméable qui, elle, ruisselle vers 25 de surface perméable, on atteint l'exigence. Donc, dans le contexte de 19 mm, un contexte des parcs, il n'y a pas de danger nécessairement, puisque si on veut, l'infiltration existante permet de répondre au, à l'exigence du gazon, là, par exemple. Là, quand on parle pour des pluies exceptionnelles, là, c'est sûr qu'on est mieux de regarder selon l'usage, qu'est-ce qui est prévu, là, d'aller vers les options de surface dédiée versus zone inondable, d'ajuster des hauteurs de trop-plein. Donc, on peut avoir des cas, par exemple, Joseph Dupuis, je veux dire, le puisard de trop-plein se trouve être au fond du bassin. Oui, on souhaite idéalement que le trop-plein soit un peu surélevé pour qu'il y ait un volume d'eau qui soit perdu, mais l'objectif ici, de l'espace public résilient, c'est de préserver la capacité du réseau qui puisse retenir cette eau-là et de rendre l'espace multifonctionnel, étant donné qu'il doit prévoir de la gestion des eaux pluviales à la base avec l'exigence réglementaire. Donc, c'est sûr qu'on fait certaines observations de terrain quand on est dans un contexte qui n'est pas assujetti au règlement 030. Des fois, on pourrait se permettre que même si les eaux souterraines sont un peu plus élevées, qu'on fasse des tests, là, par exemple, mais c'est sûr que le règlement, lui, a pouvoir de loi. Donc, on doit respecter les exigences qui sont indiquées au niveau des dégagements là, pour l'instant. David, tu veux-tu rajouter quelque chose? Non, ça va? OK. Ah, je t'entends pas, mais bon. C'était déjà Là, un demi. Ah là, tu dois non, m'entendre. OK, c'est bon. Là, je t'entends. Désolé, j'avais ma languette micro Ouais. remontée. C'est bon. Donc, c'était correct. Ben, je ne sais pas, Sophie, tu voulais rebondir avec une question parce qu'en effet, il y en a une question reliée avec la vas-y. nappe. Donc, je comprends que l'infiltration des eaux est privilégiée sur l'ensemble du territoire de la ville. Est-ce que vous avez évalué l'impact global de l'infiltration sur une remontée potentielle de la nappe phréatique? Donc, en fait, qu'est-ce qui est observé suite à des périodes d'infiltration là, par le laboratoire, les différents puits qui sont installés, c'est que la nappe va reprendre un équilibre dans moins de 48 heures. Donc, je pense que c'est un élément qui est important à considérer. Puis ensuite, ben, l'eau infiltrée, elle ne représente pas un assez gros volume pour parler de remontée de nappe phréatique sur une échelle même locale de plusieurs mètres. Donc, à l'échelle de la ville, ce sont vraiment des petites croquettes de surface où on infiltre versus le reste. Donc, c'est l'effort qu'on fait ici. Oui, il va y avoir une remontée momentanée, mais ensuite, comment la configuration, par exemple, c'est le comportement aussi de la ville de Montréal ou quoi que ce soit, avec son niveau de nappe, ben, il va se reprendre à son niveau. Il faut aussi se rappeler qu'à Montréal, nos sols sont peu perméables, là, fait que les volumes qu'on infiltre, c'est pas des volumes phénoménaux. Puis, puis aussi que, en fait, on vient reproduire le cycle hydrologique naturel de l'eau. Fait que cette nappe, tu sais, si jamais là, il y avait un impact, là, parce qu'on le fait à grande échelle. Mettons, là, tu sais, dans 10 ans, là, quand on va avoir beaucoup d'infravertes à Montréal, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y en a une qui a été faite à Philadelphie, mais eux, ils ont un contexte qui est complètement différent. Ils ont des sols beaucoup plus filtrants, puis leur nappe est beaucoup plus basse. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile là, de l'appliquer à Montréal, mais ce qu'on se dit, c'est ça, là, c'est qu'on vient reproduire ce qui était là avant la construction de toutes ces surfaces imperméables-là. Fait que moi, tu sais, mon avis, c'est que, ben, tu sais, avec tous les toits, avec toutes les rues qui vont à l'égout, nous, ce qu'on vient faire, peut-être qu'on vient remonter un petit peu, mais en fait, d'après moi, on rétablira jamais même le niveau naturel qu'il y avait avant l'urbanisation. Tu sais. Mais c'est des belles réflexions à avoir, là, puis des questions vraiment pertinentes. Moi, j'en ai une pour Nancy, qui est vraiment concrète, là. C'est ma fête, hein? Go. Ben oui, il y a quelqu'un qui veut avoir le lien pour les critères de modélisation PC-SWIM. Ah, OK, ben ça, je pourrais, Nielsen, je vais te le faire parvenir, là, la page Internet, puis on va régler ça Parfait. Ça va être comme partagé ça. dans le document, dans le courriel de remerciement avec toutes les autres Parfait. ressources. Merci.
Ouais, c'est vraiment, vraiment pertinent. Sinon, il y a quelqu'un qui demande, en fait, qui spécifie que le 600 mm, c'est pas uniquement les normes d'architecture, mais c'est aussi par rapport aux piscines. Fait que, ouais, vraiment, vraiment bon point, là, pour les clôtures, pour les piscines. Puis c'est probablement pour ça aussi qu'on voit beaucoup de clôtures autour des bassins de rétention. Mais encore une fois, on répétera jamais assez, mais nous, on considère que ça s'applique pas à nos bassins de rétention. Nos bassins de rétention. C'est pas des piscines, c'est de la conception intégrée de gestion de l'eau avec des aménagements. Donc, tout pour répéter que le 600 mm, nous, on ne considère pas du tout que c'est une hauteur maximale. OK. David, en avais-tu vu d'autres? Ou Nielsen, peut-être? Ouais, nous aussi. Ouais, ben, il y en a quand même plusieurs questions qui pourraient s'appliquer. Il y en a une qui était posée au tout début. On dit, concernant l'exemple du parc Jarry qui a déclenché le projet du parc résilient, j'aimerais mieux comprendre le processus ayant mené à une telle initiative. Est-ce qu'il y avait à la base des travaux prévus ou et que vous en avez profité pour intégrer une approche de type parc éponge résilient ou bien le projet initial visait spécifiquement à capter et diriger les eaux pluviales des rues vers les parcs? Ma question vise à mieux saisir comment un tel projet prend forme dès l'idée à la mise en œuvre. En fait, c'est Ismaël qui a posé la question, donc je dis allô à Ismaël. En fait, au niveau du parc Jarry, à la base, il est assujetti au règlement 20030. Donc, à la base, il est assujetti au règlement 20030, donc la gestion des eaux pluviales était exigée. Parallèlement à ça, l'idée de la création de l'équipe infrastructure verte, l'équipe 7 pluie, a commencé à prendre forme et les intervenants en amont, donc ça fait déjà, je pourrais dire, 5 ou 6 ans, ont déjà commencé à en fait, être opportunistes, tu sais, puis à aller parler aux gens, des grands parcs, à se faire connaître, en fin de compte, pour se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est là que, dans le cas du parc Jarry, qui est un parc central par les grands parcs, de ce que je comprends, mais je n'ai pas été là, mais de ce que je comprends, ça a été un mélange de communication qui ont servi à ça, donc de pousser l'idée à l'interne, de pousser l'idée à l'interne et de l'initiative aussi des grands parcs, étant donné qu'on a tellement une grande superficie disponible, bien c'est une opportunité qui est intéressante. Donc, on n'en a pas parlé à cette présentation-ci, mais ce qui a fait le succès de notre équipe, c'est vraiment été d'y aller par opportunisme. Donc, parallèlement avec le programme de subvention. Donc, intercepter les projets, se faire connaître et offrir la subvention et une expertise technique en accompagnement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, c'est ça. On fonctionne encore par opportunisme. Tu l'as très bien expliqué. Fait que on n'a pas encore de projet là, où est-ce qu'on a dit, ici, il y a un problème, on va aller faire un parc résilient pour régler ce problème spécifique-là. Ça va peut-être arriver dans le futur, mais pour l'instant, c'est toujours par opportunisme. Très bien. Tu voulais y aller, Nessie? Sinon, j'en Ouais, avais une mais qui est vraiment oui, vas-y, vas-y, intéressante vas-y. de Allez. Sarah Verret qui demande, elle veut démocratiser les infraverts. Fait que là, je pense que c'était le genre de présentation comme aujourd'hui, ça aide à démocratiser, mais par contre, il y a certains logiciels comme PC Swim, là, qu'on mentionne tout le temps, ben, qui n'est pas facile d'accès pour toutes les autres disciplines autres qu'ingénieurs. Puis même les ingénieurs, il faut s'y connaître parce que c'est pas. C'est ça, ça prend beaucoup d'expérience là, pour l'utiliser correctement. Donc là, elle demande est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui pourraient être accessibles là, pour aider ou déléguer des tâches d'ingénierie pour des projets de petite envergure. Fait que là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que deux choses, là. C'est sûr que l'implication des ingénieurs pour les projets que nous, on fait, mais nous, on travaille seulement sur le public puis les parcs. On ne fait pas de projets, par exemple, de stationnement ou de projets privés. Mais il y a toujours un ingénieur. J'en ai jamais vu de projet où il n'y aurait pas d'ingénieur. Fait qu'à ce moment-là, mon seul conseil, ça va être d'intégrer les ingénieurs tôt là, dans le projet, dès l'APP, dès l'APD, dès les étapes de début de conception. Les ingénieurs ne sont pas obligés de passer beaucoup de temps, ne sont pas obligés de commencer leur conception détaillée, mais ils vont être là pour parler de gestion de l'eau, parler du cheminement de l'eau, parler c'est quoi, puis avoir ce genre de discussion-là, fait de nivellement, puis
tout de suite établir dès le début, c'est quoi les surfaces qui sont dédiées, c'est quel pourcentage du parc, puis on les met où dans le parc, puis c'est quoi les surfaces qui sont multifonctionnelles. C'est très, très important. Mais bon, fait que si on revient à des projets qui sont plus petits, puis que c'est peut-être qu'on a envie de tester autre chose. Fait qu'à ce moment-là, ben, il y a la méthode rationnelle là, qu'on a montré très rapidement là, avec l'exemple de la placette Boyer, mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a certaines tâches, on va dire, ou certaines actions qui sont des actes réservés par l'ordre. Fait que là, ben, c'est technique, là, mais si ça vous intéresse, c'est tout détaillé dans l'OEQ a publié des guides puis des documents. Fait que pour aller voir qu'est-ce qui peut être fait par uniquement un ingénieur, puis qu'est-ce qui peut être fait par d'autres personnes. Puis sinon, ben, il y a toute la portion quand on est en pré-conception. Ça peut être, c'est parce que c'est assez simple. On est en train de travailler là, sur un gabarit pour les analyses sommaires. Fait que historiquement, depuis 3 ans, là, depuis que notre équipe existe, on les faisait à l'interne, toutes ces analyses sommaires-là, parce qu'on regarde là, le bassin potentiel des rues, puis tout ça. Puis éventuellement, ben, on va vous donner de la documentation pour que vous soyez capable de suivre la démarche, puis que vous soyez capable de les faire vous-même. Fait que ça va vous outiller un peu plus là, pour les étapes de pré-conception. Mais ça n'empêche pas que pour les étapes détaillées, là, l'ingénieur est pas mal un incontournable. Que vous aviez Merci. quelque chose à rajouter, David, Nancy? Non, c'était parfait. Parfait. Très bien. On a peut-être le temps pour une dernière petite question. Certains fournisseurs mentionnent que la présence d'un évent n'a pas d'impact sur le fonctionnement des régulateurs. Avez-vous des études qui démontrent leur nécessité? Ben, je sais pas, David, mais dans tous les cas, les fournisseurs, des fois, ils nous disent des choses, puis c'est bien, là, puis ils ont sûrement raison, mais par contre, on est pris avec le règlement 2030. Tu sais, on revient souvent à ça, mais les vents, il est demandé dans le règlement. Fait que pour tous les projets qui sont assujettis, c'est comme avec les dégagements avec la nappe. Tu sais, il y a plein de choses que on le fait de façon totalement obligatoire quand le projet est assujetti. Puis ensuite, ben, pour les projets qui seraient non assujettis, on est ouvert à des discussions. Je te dirais pour l'instant, on le met par défaut, les vents à Montréal. Mais bon, ça pourrait éventuellement évoluer dans le temps. En fait, les vents, il n'est pas exigé au règlement. Toutefois, Oh. c'est exigé. Par contre, il y a eu des discussions antérieures. Là, ça serait mon collègue Brahim Amarouche, d'ailleurs, qui a eu des discussions avec les fournisseurs. Puis, tu sais, je ne peux pas tout expliquer, mais en fait, c'est comme si pas les vents, mais le régulateur, dans un contexte où de ce que je comprends, là, que le réseau est plein en aval où sa ligne piézométrique est très élevée versus le bassin de rétention. C'est comme si le régulateur ou sa fiche technique, il n'a pas été fait comme, de ce que je comprends, pour penser à comme ce contexte-là, en gros. T'sais. Donc, je sais que les discussions avec les fournisseurs avaient mené à dire comme, OK, ben nous, on va exiger les vents. Puis c'est un peu je ne sais pas comment dire, comme un statut technique sur lequel les ingénieurs se sont concertés à l'interne. Mais en effet, on n'a pas d'études là-dessus. Mais quand on pense à la logique derrière ça, ça fonctionnerait. Là. On a besoin de l'évent pour s'assurer d'avoir cet apport d'air-là, pour avoir l'effet de vortex et donc cette dissipation de la vitesse de l'eau puis atteindre le débit qu'on a besoin. Là. Mais ce serait peut-être quelque chose à regarder. Là. OK, ben, je Merci. m'excuse d'avoir donné une information Pas grave. erronée. Je Pas savais. grave. Mais oui, puis pour Mais rajouter, c'est au guide d'interprétation, mais par contre, c'est là. c'est très logique parce qu'en fait, le vortex, là, s'il n'y a pas d'air, ben, le vortex ne va juste pas se créer. Puis à ce moment-là, ben, ça va agir comme un orifice. Puis ton orifice, il va être plus gros que s'il y a l'effet de vortex. Fait que l'effet de vortex, c'est comme vraiment, vraiment important. Moi Essentiel. aussi, c'est ma logique. Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Euh, pour poursuivre finalement pour les prochains webinaires, rendez-vous le 13 mai à 10h pour les cas du parc éponge de l'usine Adwater, une opportunité saisie. Donc, encore une fois, dans la thématique numéro 3. Puis, je vous rappelle qu'il reste un 8e webinaire de la série qui aura lieu vraisemblablement en novembre 2025. Donc,
c'est sur la thématique résilience urbaine aux plus abondantes. Le titre, c'est le renouveau d'un quartier à Montréal. Comment intégrer une gestion des eaux des pluies responsable. Et puis, rester à l'affût finalement des communications que nous allons effectuer à ce niveau-là. Donc, en fermant aussi votre webinaire aujourd'hui, il y a un onglet ou une fenêtre qui va apparaître sur votre navigateur pour une très courte évaluation. Vous allez voir, ça ne prend même pas 2 minutes. Puis, l'attestation des participations, juste pour être clair, l'attestation des participations, elle n'apparaîtra pas immédiatement suite à la fin du webinaire. Vous allez recevoir un courriel de remerciement avec la documentation qui a été mentionnée aujourd'hui et avec aussi les liens pour visualiser l'enregistrement du webinaire pour ceux qui souhaiteraient se délecter encore une fois, et puis aussi d'autres informations pertinentes. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier. Bon, Nancy, Sophie, David, Laurent, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci à tous pour leur participation et pour l'intérêt pour les infrastructures vertes drainantes. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.